Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de nos chroniques Quantum Way, qui est très particulière car il s'agit d'une série sud-africaine. Je suis ici avec Dr Rose Leputu. J'espère avoir bien prononcé votre nom. Tout à fait, Dr Rose. Vous êtes psychiatre et vous occupez différentes fonctions dans le cadre de votre métier. Mais ma première question, Rose, serait peut-être qu'est-ce qui vous a amené à devenir psychiatre? Ce n'est pas une profession courante et je suppose que ce n'est pas non plus une profession courante en Afrique du Sud. Hum, c'est une très bonne question. Mon engouement pour la psychiatrie a commencé alors que j'étais encore une enfant, grandissant dans une zone rurale d'Afrique du Sud. Dans ma communauté, il y avait un certain nombre de personnes atteintes de troubles psychiatriques et elles étaient toujours ridiculisées. Elles étaient toujours maltraitées par les autres membres de la communauté. Elles étaient traitées de tous les noms. Il y avait aussi cette croyance selon laquelle elles étaient victimes de sorcellerie. Selon la croyance générale, les gens tombaient malades mentalement à cause de la sorcellerie. Quand j'ai commencé à étudier la médecine, d'ailleurs, j'ai toujours voulu être médecin depuis mon plus jeune âge. J'ai toujours voulu travailler avec des personnes malades, que ce soit en tant qu'infirmière ou en tant que médecin. Et en fait, au début, à l'école primaire, je pensais me diriger vers les soins infirmiers. Mais arrivé au lycée, j'ai senti que je voulais en réalité devenir médecin. Donc, pendant mes études de médecine, la psychiatrie faisant partie du programme, je me suis alors dit, ça y est, c'est exactement ce que je vais faire. Je voulais en effet comprendre en profondeur ce qu'était la maladie mentale. Et qu'avez-vous appris? J'ai appris. Je suppose que le contexte culturel et sociétal de l'Afrique est spécifique. Donc, comment adaptez-vous cette psychiatrie, qui provient principalement des pays occidentaux, à ce contexte? Et donc, qu'avez-vous appris? Oui, j'ai beaucoup appris. Et j'ai appris que la maladie mentale est mal comprise. Elle est complexe. Même nous, les professionnels, parfois, nous sommes déconcertés. En matière de croyances culturelles, nous avons encore du mal à accepter la maladie mentale, en particulier en Afrique du Sud, où nous avons des cultures diverses. Nous avons des cultures diverses, les gens croient encore que cela relève de la sorcellerie et c'est très difficile de les convaincre du contraire. Mais j'ai appris qu'il existe un certain nombre de facteurs qui entrent en jeu dans l'étiologie globale de la maladie mentale. Et nous ne pouvons pas isoler un facteur particulier des autres, car chacun d'eux a un rôle. Ainsi, il y a des facteurs biologiques qui sont plus d'ordre génétique, des facteurs psychologiques comme les traumatismes de l'enfance, mais pas seulement de l'enfance. Disons plutôt que les traumatismes en général jouent un rôle majeur. Des facteurs environnementaux comme les substances, l'abus de substances,
les problèmes familiaux, la manière dont les gens sont élevés, les messages contradictoires. Ce dernier point est vrai en particulier dans une communauté sud-africaine où les gens vivent tous sous le même toit. La grand-mère, la mère, le père, l'oncle, la tante, tout le monde vit ensemble. Je pense que les enfants ont tendance à recevoir des messages contradictoires, ce qui les perturbe à mesure qu'ils grandissent. Tous ces facteurs entrent en jeu, si bien que plus tard dans la vie, quand on ajoute la génétique à l'équation, les gens développent des maladies mentales. Nous avons encore beaucoup à apprendre, mais le chemin continue et je suis toujours en apprentissage. Vous m'avez dit que vous travaillez beaucoup avec... Parlons de votre travail à l'hôpital, mais avec une spécialité particulière, la psychiatrie légale, n'est-ce pas? Vous avez également un cabinet. Mais peut-être pourrions-nous commencer par ce que vous faites en tant qu'expert psychiatrique pour le tribunal. Oui, j'ai le privilège de travailler dans divers domaines de la psychiatrie. Je réalise des évaluations médico-légales pour l'État et je reçois quotidiennement des patients en cabinet privé pour des suivis psychiatriques, ce qui est d'ailleurs mon activité à temps plein. Dans le privé, nous rencontrons différents profils de patients, allant des personnes âgées aux jeunes enfants souffrant de troubles tels que le TDAH. Je travaille également une fois par mois, voire 2 fois par mois, dans un centre correctionnel où je reçois des détenus et des personnes jugées pour divers crimes. Nous faisons également ce que nous appelons un travail de liaison avec d'autres professionnels de la santé. Nous nous occupons généralement de patients malades qui sont admis dans nos établissements privés à Limpopo, où je suis basée. Nous avons 2 hôpitaux privés là-bas. Nous recevons également des patients qui peuvent développer ou souffrir de délire, présenter des syndromes confusionnels ou des troubles psychotiques en raison d'autres troubles médicaux pour lesquels ils ont été admis. Dans le privé, il y a aussi beaucoup de personnes qui luttent contre la toxicomanie. Il existe diverses substances en Afrique du Sud auxquelles les gens, en particulier les jeunes, s'adonnent. Voilà, c'est essentiellement ce que je fais. Je suis psychiatre généraliste, je ne suis pas encore extrêmement spécialisée. Vous recevez donc en consultation les enfants, les adolescents et les adultes. Oui, je reçois tout le monde. Les problèmes les plus fréquents que vous rencontrez sont l'abus de substances et la dépression. Ou alors, quels sont les troubles mentaux ou les problèmes les plus courants auxquels vous êtes confrontés? Je dirais que dans cet état, je fais principalement des évaluations médico-légales et je reçois donc beaucoup d'accusés qui viennent pour être évalués afin de déterminer s'ils peuvent être jugés ou non, s'ils sont responsables ou non de leurs crimes. C'est ce qu'on appelle la psychiatrie médico-légale. Dans mon cabinet, beaucoup de mes patients souffrent soit de dépression, principalement de troubles dépressifs majeurs, soit
de troubles bipolaires. Comme je l'ai mentionné, il y a aussi des enfants atteints de TDAH et des personnes âgées, mais pas beaucoup. Nous avons bien des personnes âgées, mais je pense que dans la population générale, nous savons tous que les personnes âgées sont peu nombreuses. En général, elles ne sont pas très nombreuses. Nous n'en voyons pas beaucoup, mais lorsqu'elles viennent, c'est pour une prise en charge liée à la maladie d'Alzheimer, à la démence ou à d'autres formes de démence. Mais une grande partie de mes patients, disons la majorité d'entre eux, souffrent de dépression et de troubles bipolaires. Quelle prise en charge pouvez-vous proposer aux patients? S'agit-il uniquement d'une prise en charge médicamenteuse ou également psychothérapeutique, et quel type de psychothérapie pouvez-vous proposer? Eh bien, à la faculté de médecine, dès le premier cycle des études, on nous apprend que la prise en charge d'une personne souffrant d'une maladie mentale est biopsychosociale, ce qui signifie qu'il faut combiner à la fois les traitements biologiques, les interventions psychologiques et les interventions sociales. De plus, là où je travaille, nous avons un ergothérapeute, car lorsqu'on travaille avec des patients dans le privé, ces personnes ont souvent un emploi, sont censées retourner au travail à un moment donné après la mise en place du traitement. Il faut déterminer si elles seront toujours capables d'exercer le même emploi qu'auparavant, ou si elles devront être réorientées vers un autre emploi. Nous travaillons en collaboration avec divers professionnels de la santé, des psychologues, des travailleurs sociaux et des ergothérapeutes. La médecine seule ne peut pas permettre au patient d'atteindre un état où il est pleinement fonctionnel et capable de se réintégrer dans sa profession ou dans sa communauté. Il est important de tout mettre en œuvre dans l'accompagnement de nos patients. Étant donné que nous essayons de promouvoir différentes approches psychothérapeutiques chez Quantum Way, je me demande quelles sont les psychothérapies principalement proposées en Afrique du Sud à l'heure actuelle. Ces derniers temps, en Afrique du Sud, en tout cas pour mes collègues et moi, la tendance est de se tourner davantage vers la TCC, la thérapie cognitivo-comportementale. C'est celle qui est couramment utilisée. Qu'en est-il de la danse-thérapie, de l'art-thérapie ou d'autres formes de thérapie qui peuvent prendre en compte le corps, mais aussi peut-être le côté social ou encore intégrer la culture dans la thérapie? C'est très, très important. Je ne saurais trop insister sur l'importance du rôle du jeu en thérapie. Nous appelons cela la thérapie par le jeu, dans le traitement des patients en psychiatrie. Il est regrettable que les thérapies par le jeu soient principalement mises en œuvre auprès des enfants. Nous ne les utilisons pas beaucoup avec les adultes. Nous ne les utilisons pas beaucoup et même lorsqu'elles sont pratiquées en groupe, elles ne sont pas proposées dans un cadre autre que celui du cadre hospitalier, dans un hôpital psychiatrique.
et sont généralement menées par les ergothérapeutes, parce qu'ils utilisent de nombreuses approches thérapeutiques avec les patients pendant leur hospitalisation. Mais le problème, c'est que lorsque ces patients sortent de l'hôpital, je ne pense malheureusement pas qu'il y ait une continuité, ce qui pourrait pourtant être très utile. Mais donc, ce n'est pas courant chez les adultes, pour lesquels on a plutôt recours au TCC. Oui, ce n'est pas couramment utilisé. Ce n'est pas couramment utilisé chez les adultes. Mais je ne dis pas que cela n'est pas important, car gardons en tête que dans les troubles psychiatriques, les gens sont tendus, et auraient besoin de pouvoir se sentir plus décontractés. Et ces thérapies, par la méditation ou la danse par exemple, sont très utiles, car la tension exacerbe les symptômes dépressifs. Il faut, comme je l'ai dit, lors de la prise en charge psychiatrique d'un patient, il est important de traiter tous les aspects, tous les facteurs étiologiques qui jouent un rôle dans la dépression du patient, voire dans l'aggravation de son état ou dans son absence de réponse au traitement, lequel peut être adapté, mais à moins de prendre en compte tous ces autres aspects, le risque est de ne pas obtenir de très beaux résultats. Vous passez beaucoup de temps sur le terrain et je comprends que l'approche psychothérapeutique privilégiée est la TCC. Vous vous tournez aussi vers la biologie et quand c'est possible, vous faites appel aux compétences d'un ergothérapeute, ce qui est une bonne chose, et peut-être à celles d'un travailleur social. Tous ces modèles viennent des pays occidentaux. Comment les adaptez-vous à une autre culture, ce qui est évidemment le cas ici en Afrique du Sud? Pensez-vous que ces modèles, comme le DSM-5, le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux ou les concepts de TCC, s'adaptent à un pays comme l'Afrique du Sud et peut-être à l'Afrique en général? Quel est votre avis? Quel est votre point de vue? Mon avis est que dans un contexte comme celui de l'Afrique du Sud, pour être honnête, une grande partie de ce qui est écrit dans les manuels, de ce qui est décrit comme la norme, comment dire, la norme par excellence, les normes par excellence en matière de thérapie, manquent quelque peu de l'efficacité dont un Sud-Africain typique pourrait avoir besoin, car, comme nous l'avons dit plus tôt, nos cultures sont différentes. Nos cultures sont différentes, notre système de croyance est différent. Il arrive encore que des personnes consultent simultanément un psychiatre et un tradipraticien. Certains patients me sont adressés par un tradipraticien, je les prends en charge pour le traitement, puis je les renvoie vers le lieu où ils sont suivis. Les gens continuent à faire cela. Je pense que l'inconvénient de la définition ou de l'explication des maladies mentales dans le DSM est qu'elle ne tient pas compte de toutes les situations et présente beaucoup de lacunes. En effet, notre culture est complètement différente des autres cultures. J'ai l'impression que le fossé est toujours bien réel, un fossé entre ce que nous faisons pour nos patients en Afrique du Sud et les thérapies adaptées à l'Afrique du Sud. Car oui, l'Afrique du Sud connaît différentes catégories de problèmes liés au traumatisme. Vous savez, nous avons été frappés par la COVID en 2020 et c'est là que nous avons constaté que nos cultures sont en effet très complexes, car les gens souffrent encore aujourd'hui du fait que
Souvenez-vous, pendant la Covid, de ce qu'il se passait lorsque quelqu'un mourait. Dans notre culture, aujourd'hui encore, il y a un temps de préparation de 7 à 10 jours avant un enterrement. Mais la Covid a entraîné un scénario différent où les gens devaient préparer des funérailles sans même pouvoir voir la personne qu'ils enterraient. Et cela reste traumatisant, même aujourd'hui. À ma connaissance, il n'existe aucune thérapie réellement applicable à ces patients pour les aider à se rétablir. Ils luttent encore pour se remettre de ce type de traumatisme où ils ont dû, je pense à certains patients qui me disent « Parfois, j'ai l'impression que mon parent, mon oncle, ma mère, ma tante, ma sœur ne sont pas vraiment morts. Quand je regarde l'hôpital, je continue de penser que telle ou telle personne est toujours là et qu'un jour nous la verrons passer la porte. » Ils ont toujours cet espoir. Parce que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait, parce qu'il n'y a pas eu cette manière appropriée de faire les choses conformes aux attentes culturelles. Ils n'ont pas suivi tout ce qui, au niveau culturel, comment appelle-t-on cela? L'impact? Non, non, pas l'impact. Comment ça s'appelle? Non, pas la procédure, non. Les traditions? Non, non, non. Bon, d'accord, on peut y revenir plus tard. Oui, nous y reviendrons. Donc, comme les gens n'ont pas suivi toutes ces étapes, ils n'ont même pas eu le temps d'informer leurs ancêtres du décès de telle ou telle personne, de leur demander de libérer le corps de la défunte et de l'accepter de l'autre côté. Et cela devient un problème. Et n'ayant pas pu faire tout cela, c'est devenu traumatisant pour eux et ça l'est encore aujourd'hui. Les thérapies, disons, les thérapies traditionnelles, ne sont peut-être pas assez efficaces pour accompagner ces patients. Un autre aspect propre à l'Afrique du Sud est la bataille menée contre les problèmes socio-économiques du pays. La pauvreté est un problème grave. L'emploi est un problème grave. Le fossé entre les riches et les pauvres est un problème. La classe moyenne, que nous appelons ainsi, n'est pas vraiment moyenne. Je pense qu'elle est juste un peu, vous savez, un peu moins pauvre que les plus pauvres. Oui, oui, un peu moins pauvre que les plus pauvres parce que lorsqu'on observe le revenu des ménages, vous savez, on se rend compte vraiment que ce n'est pas une somme d'argent suffisante pour permettre à un ménage de survivre. Malheureusement ou tristement, on constate que les personnes appartenant à la tranche de revenus intermédiaires ne sont pas éligibles pour bénéficier de bourses gouvernementales qui leur permettraient d'envoyer leurs enfants à l'école. Ils ne sont pas éligibles au logement d'IRDP. C'est un programme de reconstruction et de développement par lequel des maisons avec 2 chambres, une kitchenette et un petit salon sont construites gratuitement pour les plus démunis. Je pense que tout le monde, même les personnes à revenus moyens, devraient en fait être éligibles d'une manière ou d'une autre à ce type de logement, qu'ils soient subventionnés par le gouvernement ou d'une autre manière. Tout le monde est éligible, car la pauvreté elle est palpable. Elle est très palpable. Elle est incontestable. C'est un problème grave et de plus en plus important. C'est la cause, en substance, c'est la cause de nombreux maux que nous observons dans nos cabinets psychiatriques.
car nous voyons beaucoup de patients souffrant de dépression, perturbés par leurs enfants à la maison, parce qu'ils sont au chômage. Comprenez que si vous vivez avec un enfant de 27 à 30 ans à la maison, cet enfant ne peut aller nulle part. C'est un enfant ou une enfant, car il ou elle n'a pas d'autre choix que de rester à la maison avec ses parents. Où pourrait aller cette personne? Cela génère donc des disputes et l'environnement devient moins agréable à vivre. Vous savez, ce sont les causes ou les déclencheurs les plus courants, les déclencheurs courants des problèmes mentaux dans nos communautés. Je suppose que cette classe moyenne et les plus pauvres ne sont pas ceux qui viennent vous trouver pour un suivi psychiatrique. Comment ont-ils accès aux soins? Reçoivent-ils des accompagnements? Bénéficient-ils d'une prise en charge? La classe moyenne, la plupart du temps, bénéficie d'une aide médicale, car nous avons ce qu'on appelle une assurance maladie, offerte par le gouvernement à tous les fonctionnaires. D'autres personnes peuvent également se permettre de souscrire des assurances auprès de diverses compagnies privées. Il s'agit donc des moins pauvres, de ce qu'on appelle la classe moyenne. Ils bénéficient pour la plupart d'une aide médicale, car ils travaillent, dans leur majorité, pour le gouvernement. Ensuite, il y a les plus pauvres, qui ne peuvent même pas se permettre une aide médicale ou une assurance maladie. Ces patients sont typiquement pris en charge par le secteur public. Il y a des psychiatres qui travaillent dans le secteur public. Comme vous l'avez dit au début de cette discussion, nous avons très peu de psychiatres. Et c'est un problème grave en Afrique du Sud, où les psychiatres ne sont pas faciles à trouver. L'État dispose donc de peu de psychiatres. J'apporte mon aide une fois par semaine, tous les mercredis, dans le cadre de la médecine légale, ce qui libère les médecins qui sont alors en mesure de recevoir leurs autres patients en médecine générale. L'accès à l'aide est donc un défi. C'est un défi de taille. Pourquoi pensez-vous qu'il n'y a pas assez de psychiatres? Est-ce parce que les gens suivent leur formation ici et partent ensuite exercer à l'étranger, ou parce qu'ils ne sont pas attirés par la psychiatrie? Quelles en sont les raisons? Je pense que, d'une manière générale, il y a peu de spécialistes en Afrique du Sud, pas seulement en psychiatrie, mais dans tous les domaines. Il y a peu de spécialistes. Je pense que le problème vient du fait du petit nombre de facultés de médecine. Quand je faisais mes études, il n'y avait que combien de facultés de médecine? Il y avait UCT, l'université de Cape Town, Medunsa, UP à Pretoria, Wits à Johannesburg et UOFS à Bloemfontein. 5 dans tout le pays. Dans tout le pays. Wow! Oh, Natal, pardon, j'avais oublié l'université de Natal. Bon, 6 à mon époque, il y en avait donc 6 en tout. Aujourd'hui, il y en a d'autres. Limpopo, ce qui fait 7, et puis l'université de Walter Sisulu dans la province du Cap-Oriental, et celle de Potchefstroom, je crois, si je ne me trompe pas. Il y a donc une légère augmentation, et nous verrons bien comment cela va évoluer. Certains sont allés se former à Cuba. Le gouvernement a pu envoyer des étudiants à Cuba pour suivre une formation. On voit bien que le nombre limité d'endroits pour se former est un frein. L'autre difficulté est qu'il n'est pas facile d'intégrer des études en médecine. Je pense que c'est aussi un facteur qui entre en jeu. Le troisième facteur vient du fait qu'on parle de profession noble. Vous savez, tout le monde n'est pas intéressé par le contact avec
les personnes malades. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas voir les gens guérir, mais ils n'ont pas ce qu'il faut pour s'occuper des personnes malades. Est-ce parce que l'on considère qu'être malade, c'est être faible? Non, ce n'est pas dans ce sens-là. Tout d'abord, les gens ne veulent pas voir de sang. C'est le cas de mon mari. À la vue du sang, il s'éloigne, il fuit toute personne qui saigne, il ne veut voir personne blessé et en sang. C'est un problème chez lui. Je sais qu'il y a des personnes qui sont comme ça, et c'est d'ailleurs le cas pour une majorité des gens, je ne sais pas si. Donc, faire des études en médecine n'est pas forcément une voie que l'on choisit naturellement. Comment dire? Les gens ne choisissent pas naturellement ces études, ne se disent pas « je veux faire des études de médecine ». Ils sont très peu nombreux à en avoir envie. Je pense que c'est la racine du problème. Peu de gens ont vraiment la passion d'étudier la médecine, en général. À cela s'ajoute le fait que même ceux qui souhaiteraient le faire ne sont pas forcément qualifiés pour cela. De manière générale, nous avons donc moins de professionnels de santé formés dans nos communautés en Afrique du Sud. Nous nous retrouvons donc avec très peu de spécialistes, car il faut sélectionner parmi les médecins généralistes ceux qui souhaitent se spécialiser davantage. Bien sûr, tous les médecins qualifiés ne souhaitent pas se spécialiser pour diverses raisons. L'une d'entre elles est, encore une fois, le fait que nous sommes très pauvres. Une fois le diplôme obtenu, tout le monde se tourne vers vous pour une raison ou une autre, et ce n'est donc pas vraiment le moment de se spécialiser. Vous voyez, on ne peut pas s'offrir le luxe de se spécialiser car il faut désormais s'occuper d'un frère, d'une sœur, d'une nièce, d'un neveu et de tous ceux qui ont encore besoin d'être encouragés, aidés pour leurs études supérieures et dont il faut prendre soin et il faut construire la maison de ses parents. Bref, les gens deviennent médecins généralistes et se mettent de suite à travailler. Car pour devenir spécialiste, cela implique de reprendre ses études. Vous voyez, il faut retourner à l'école. Oui, et on ne gagne pas d'argent pendant ses études. On gagne de l'argent, mais pas beaucoup. On en gagne en tant qu'interne, mais ce n'est pas satisfaisant. Il faut aussi partager son temps entre les manuels scolaires et certains souhaitent fonder une famille dès qu'ils ont terminé leurs études de médecine. Donc, oui, il y a un certain nombre de facteurs. En psychiatrie, l'autre facteur serait que, je veux dire que les patients en psychiatrie, pour ce qui est des patients atteints de pathologies graves, sont très stigmatisés. Et c'est rarement le type de patients avec lesquels les gens ont envie de travailler. Ces patients peuvent parfois se montrer agressifs, lunatiques, irritables et agités, ce qui explique pourquoi certaines personnes ne veulent pas se spécialiser en psychiatrie. Nous avons parlé du traumatisme très spécifique à votre pays lié à la COVID. Nous avons parlé de la toxicomanie, du problème des personnes qui vivent ensemble et reçoivent des messages très différents. Mais nous n'avons pas évoqué l'apartheid. Pensez-vous qu'il existe encore des traumatismes transgénérationnels liés à l'apartheid et à ce pays en particulier?
Ou ne rencontrez-vous pas cela dans votre pratique? Pas directement, je dirais. Je pense que ce que nous avons expliqué, tous ces facteurs dont nous avons parlé, sont le résultat de l'apartheid. Donc, cette situation socio-économique très précaire est due à l'apartheid. Le fait que les gens aient besoin de ce que nous appelons des logements RDP est dû aux problèmes rencontrés pendant l'apartheid. L'apartheid est précisément la raison pour laquelle il existe un tel fossé entre les gens, car l'apartheid séparait les différentes tribus d'Afrique du Sud les unes des autres. Celles qui acceptaient les lois mises en place ou approuvées bénéficiaient de plus d'avantages que les autres. Je pense que ce que nous décrivons et ce que nous voyons actuellement sont les effets de l'apartheid lui-même. Les patients qui viennent nous voir ne sont plus victimes de l'apartheid, qui appartient au passé. Nous vivons en démocratie depuis 30 ans et nos patients se présentent avec des problématiques spécifiques à leur quotidien aujourd'hui, mais qui sont les conséquences de ce que l'Afrique du Sud a vécu pendant l'apartheid. Sans les événements de 1994, je ne pense pas que je serais assise ici à discuter avec vous et que j'aurais un diplôme en médecine dans la spécialité qui est la mienne. Grâce à la fin de l'apartheid, j'ai pu entrer à la faculté de médecine, même si je n'avais pas les moyens de payer mes études. Le gouvernement nous y a fait entrer et a mis toutes les ressources nécessaires à notre disposition pour que nous puissions étudier, à condition d'avoir obtenu le baccalauréat. Malheureusement, d'autres personnes n'ont pas eu autant de chance que moi. Pour en revenir à votre rôle de psychiatre légiste, vous réalisez des évaluations médico-légales, oui. Vous évaluez si une personne est apte à comparaître devant un tribunal ou si elle est responsable de ses actes. Quelles sont les principales difficultés rencontrées dans cette tâche particulière? Ce qui est difficile, avant tout, est la question de la sécurité. Oui, la question de la sécurité, car certaines de ces personnes ne sont pas nécessairement malades, mais simulent des symptômes de maladie mentale, et ce sont des criminels très dangereux. C'est le premier élément. Mais à part cela, c'est un travail que j'apprécie, car nous voyons beaucoup de patients atteints de troubles mentaux. Je dirais qu'un patient sur 10 simule et n'est pas malade du tout. Mais pour le reste, ce sont des personnes véritablement malades. Je pense que les difficultés d'accès à la prise en charge sont très importantes. Certains patients peuvent ne pas recevoir leur traitement à temps ou bien se rendre à l'hôpital et s'entendre dire que le traitement n'est pas disponible
ou encore ne pas s'y rendre car le coût du transport est trop élevé pour ces gens qui vivent de l'aide sociale qui est de 2000 rand par mois, l'équivalent d'un peu plus de 100 €, laquelle doit couvrir les frais de fonctionnement d'un foyer. Cela concerne donc les personnes très pauvres. De fait, ce genre de difficultés les empêche de suivre leur traitement et ils finissent alors par tomber malades et quand c'est le cas, ils peuvent devenir irrationnels, détruire des biens chez eux, agresser leurs proches à la maison. Et puis cela se termine en dépôt de plainte. Puis la police les arrête et nous les envoie. Les mêmes proches qui portent plainte sont aussi ceux qui vont voir la police et les tribunaux pour dire « Au fait, cette personne prend un traitement, elle ne va pas bien mentalement et nous savons que même le jour où elle a fait ce qu'elle a fait, elle n'allait pas bien parce qu'elle n'avait pas pris son traitement. » Et ensuite, ces personnes nous sont amenées. On se rend alors compte à quel point la vie peut être difficile pour les gens. Un autre problème que nous rencontrons, c'est que nous voyons aussi beaucoup de victimes d'agressions sexuelles, le plus souvent des enfants de moins de 16 ans. C'est quelque chose qui, après une longue journée passée à évaluer ces situations, vous suit jusque chez vous. Vous en venez parfois à vous demander si votre jugement ne risque pas d'être influencé par la nature traumatisante de l'acte commis par une personne souffrant de troubles mentaux. On se dit, oui, ce cas va être difficile parce que cette personne est effectivement malade mentalement. Mais en même temps, on pense à l'enfant. Quel avenir s'ouvre à lui après avoir été violé ou agressé sexuellement à un si jeune âge? Voilà donc les problèmes que l'on rencontre et à chaque fois que je reviens d'une évaluation médico-légale, je suis épuisée. Oui, j'imagine. Comment prenez-vous soin de vous? C'est une grande question. Oui, c'est une grande question. J'aurais besoin de danse-thérapie. Vous savez, j'adore danser. Bon, je ne vais pas danser pour me sauver de quoi que ce soit, mais j'adore danser. J'ai une fille de 4 ans et nous dansons sur des vidéos TikTok, des défis de danse, ce genre de choses. Mais très honnêtement, quand je rentre chez moi, je ne veux pas parler de quoi que ce soit qui concerne mon travail, de ce que je fais. Alors on danse, on regarde des émissions pour enfants à la télévision. Elle adore les vidéos de Nastia sur YouTube. Donc on regarde Nastia ou bien des vidéos d'avions qui décollent de Melbourne et elle adore Air France. Il y a une vidéo sur YouTube où Air France danse. Bon, ce sont des vidéos retouchées avec Photoshop, mais c'est comme ça qu'ils font danser les avions. Alors elle me dit, je veux voir Air France danser, maman. Et c'est ce que nous faisons. Et cela m'aide beaucoup. Oui, revenir à une vie normale, jouer, danser. Oui, jouer, danser et simplement se détendre, vous voyez? Oui. Eh bien, merci beaucoup. Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez partager au sujet de vos espoirs pour la psychiatrie dans votre pays? Quel message aimeriez-vous nous transmettre? Ce qui me préoccupe dans le domaine de la psychiatrie, en particulier en Afrique du Sud, dans le contexte sud-africain, c'est que les patients en psychiatrie sont stigmatisés. La stigmatisation est leur plus grand problème en Afrique du Sud. Il y a encore des patients qui disent « Docteur,
Ne me donnez pas d'arrêt de travail, s'il vous plaît. Je vais le demander à mon médecin généraliste, car au travail, s'ils voient que je consulte un psychiatre, ils vont me stigmatiser. Ils vont me cataloguer. Les gens continuent à agir ainsi. La situation s'est considérablement améliorée au fil des ans. J'exerce en cabinet privé depuis 2012. J'ai donc constaté une amélioration très significative à cet égard. Mais le problème persiste. La stigmatisation est toujours présente. Les gens continuent à être stigmatisés. J'aimerais que les gens comprennent qu'il n'y a pas de santé physique et générale sans une bonne santé mentale, car c'est le moteur. Le cerveau est le moteur qui contrôle tout votre corps, votre façon de penser, de raisonner, de planifier, de vous organiser, de prendre soin de vous. Et à partir de là, si quelque chose ne va pas dans votre cerveau, on a eu le cas, par exemple, d'une personne qui s'est présentée à nous en fauteuil roulant, incapable de marcher, littéralement incapable de marcher. Pourtant, cette personne avait consulté des médecins, des neurologues, des ergothérapeutes, mais personne n'avait trouvé quoi que ce soit d'anormal. Alors pourquoi était-elle en fauteuil roulant? En raison d'une dépression sévère. J'aimerais que tout le monde en Afrique du Sud comprenne que chacun, y compris moi-même, doit prendre soin de sa santé mentale. C'est vraiment crucial, c'est très important. Sans le cerveau, tout le reste peut s'arrêter. Si les gens pouvaient comprendre ça, je serais heureuse et c'est le message que je fais passer tous les jours. Merci Rose. Ce fut un plaisir d'avoir cet échange avec vous. Merci beaucoup, ce fut un plaisir, un honneur et un privilège d'être invité à votre émission, à votre série. Merci, merci.